partie. Avant de développer tout ceci, installons-nous donc avec ce titre Bamandou, une reprise de Queen Fumi et de Ralami, en hommage au roi du Tchink System, Stantor. Bamandou, une reprise de Queen Fumi et de Ralami en hommage donc au roi du Tchink System, Stantoron. Le lundi dernier, cela faisait donc 5 ans que Papy Grandé nous a quittés en nous laissant en héritage un riche répertoire, à jamais donc dans les mémoires. Et pour ceux qui ne comprennent pas à fond, la chanson disait simplement de vivre sa vie en buvant à la santé, à notre santé, puisque celui qui meurt n'aura plus cette opportunité. Alors, après cette douceur, on va recevoir Ariane Da Silva et son invité, c'est dans Référence. Ariane Da Silva, bonjour. Bonjour Rebecca, mesdames et messieurs, bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. D'accord. Alors, Référence reçoit ce midi une entrepreneure dans le domaine de la mode. Eh oui, il s'agit de Philippa Victer. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce nom, toi. Non, ce prénom. Depuis hier, quand tu m'as envoyé... C'est pour ça que tu n'as pas eu le courage de lire ça. D'accord. Voilà. J'attendais que... Philippa Victer Bignon Benaïdé. Victer. Victer. Donc, on ne prononce pas le... C'est pas Victer? Non. Non, Victer. Voilà. Philippa Benaïdé. Oui. Ok. Alors, elle a une licence en sciences et techniques de l'information documentaire. Okay. Elle est archiviste, mais elle a décidé également de faire carrière dans la mode et elle a fait, je pense, une formation en couture et aujourd'hui, elle gère ces deux activités, quoi. Tu vois? D'accord. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi le thème avoir plusieurs cordes à son arc. Tout simplement. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on, passe du métier d'archiviste à la couture? De base, en fait, j'aime la couture. Je voulais déjà faire la formation en couture parce que ça me plaisait. Mais quand j'ai eu mon bac et tout, je voulais forcément faire l'ENAM. Donc, j'ai fait la STID à l'ENAM. Après la licence, je jobbais un peu. Je ne trouvais pas les contrats, c'était à court terme. Donc, j'ai réfléchi et je me suis lancée. Je voulais normalement
ouvrir un atelier, prendre quelqu'un, mettre ça dedans et gérer l'archivistique de l'autre côté. Mais après, je me suis fait former aussi. Et j'ai commencé par faire les deux. Actuellement, je suis sous contrat et ça va finir en avril. Donc après ça, je ne sais pas si je pourrais gérer les deux ensemble parce que c'est difficile. Moi, j'allais justement vous demander comment vous arrivez là maintenant à gérer les deux. Actuellement, est-ce que vous allez par exemple au boulot en journée, le soir vous passez toute la nuit à coudre ou comment ça se passe exactement? Bon, en journée, je suis au boulot de 8h à 18h. J'ai 2 ouvrières à la maison. La nuit, je fais les coupes et elles travaillent en journée. Quand je reviens les soirs, moi, je continue à 1h donnée. Après, je me repose et ça se répète jusqu'au samedi. Vous avez réellement appris le métier de couture ou bien oui, je l'ai vous êtes appris. auto-formé? Non, je l'ai appris. D'accord, d'accord. Alors, les deux domaines n'ont pas de lien, non, a priori. Non. Mais comment est-ce que vous vous en sortez? En fait, moi, je suis curieuse de savoir. On était en train de parler, c'est vrai, la nuit, vous faites des coupes, le lendemain, elles vont coudre, le soir, vous revenez, vous travaillez. Mais est-ce que ça ne fatigue pas? Est-ce que vous n'avez pas tendance à vous dire, franchement, aujourd'hui, j'ai envie de dormir, mais j'ai des commandes, comment je fais? Est-ce que ça ne vous épuise pas? Est-ce que parfois, ça ne vous rend pas malade à la limite? Est-ce que ça n'agit pas également sur vos résultats quand vous allez travailler en tant qu'archiviste au boulot le lendemain? Pas vraiment. Quand je prends ma pause à 13h, j'essaie de faire une sieste avant de reprendre à 14h30. C'est vrai que c'est épuisant et tout, mais j'ai des objectifs à atteindre et puis je n'ai pas le choix, je suppose. Ben en fait, vous gagnez de l'argent de deux côtés. Oui, des deux côtés, parce que j'ai des charges, je dois assumer mes charges. Mais c'est vrai, vous aimez la couture, mais quelque part, est-ce qu'il n'y a pas l'argent derrière? Est-ce que c'est pas ça que vous visez? Qui motive? Oui, forcément. Sans verser mon patron, je suis plus aisée en la couture que l'archivistique et tout. Donc, si je dois choisir aujourd'hui entre les deux, je vais préférer la couture. Vous avez toujours voulu faire la couture? À partir de quel âge? Non, j'avais fait un peu le mannequinat, l'hôtesse et tout. Donc après, ça m'a plu. D'accord. Vous êtes jeune et vous êtes dans ce domaine. Comment est-ce que vous arrivez à vous démarquer, à sortir du lot, à ne pas être comme tout le monde, quoi? Bon, actuellement sur TikTok, les gens me nomment la dame qui fait plus de pièces sur les bombas. Donc, Et pourquoi? Parce que vous aimez les pierres, c'est ça? Parce que je fais plus ça actuellement sur les bombas. Donc, quand on va dans les recherches, c'est ça ce que je lis. Donc, je dirais que c'est comme ça que je me démarque actuellement. D'accord. Alors, dans quelques années, vous vous voyez comment? Honnêtement, je ne sais pas encore. Je réfléchis toujours. Et on vous voit d'ailleurs sur les images, hein? Oui. En train de découper. Oui. Donc, dans quelques années, vous ne savez pas. Vous voyez peut-être, je ne sais pas, couturière internationale ou styliste internationale. Vous allez peut-être exporter le Bénin dans un autre pays. Vous n'avez pas ces ambitions-là? Je dirais peut-être qu'à la longue, je peux peut-être laisser la couture. Non, pas laisser la couture. Je vais peut-être faire les tenues en tout fourni que je vais revendre un peu partout. Vous aurez une marque? Oui, mais je ne sais pas si je vais continuer à coudre moi-même à long terme. Mais quand vous avez décidé de faire de la couture à côté du métier d'archiviste, comment est-ce que vos proches ont réagi? Bon, je ne m'attendais pas à ce que mon papa l'accepte aussi facilement, mais sans vous mentir, il m'a vraiment soutenue et c'est d'ailleurs lui-même qui a payé le premier loyer de mon... Pardon, le premier salaire de mon employé. Ah bon? D'accord. Si. Il était fier de vous? Oui. Et vous, est-ce que vous êtes fière de vous aujourd'hui? Franchement, oui. Ah oui? Oui. Rebecca? Oui, j'ai envie de savoir, vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça fait combien d'années déjà ou combien de temps? J'ai commencé en 2020. En 2020, donc nous sommes en 2024, 4 ans. Ça va faire 4 ans. Environ 4 ans. Oui. Voilà, environ 4 ans. Alors, quels sont aujourd'hui, forcément, si c'est que vous évoluez, que cela fera bientôt 4 ans que vous êtes dans ce domaine, c'est que forcément, vous avez quelque chose à partager avec les téléspectateurs. Les clés de réussite, ce qui vous a permis de maintenir quand même le cap jusqu'à l'heure où nous parlons. Bon, moi, je dirais que tout ce que je peux dire, c'est de ne pas baisser les bras. Et quand on a un objectif à atteindre, malgré les difficultés et tout, il faut
donner le meilleur, quoi. Se forcer à donner ce qu'on veut. D'accord. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de connaître un échec durant ces presque 4 ans? Si. De vous dire que je suis fatiguée de ce métier ou de cette activité de couturière? Oui, ça arrive. Il y a des moments où rien ne va. Comme quoi? Des exemples? On peut prendre un modèle, par exemple, qu'on ne réussit pas et la cliente n'est pas satisfaite et ça démoralise. Ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est des choses qui arrivent. Quand ça arrive, comment est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour régler quand ça arrive pour régler le problème? Moi, personnellement, je rachète le tissu. Je n'aime pas décevoir, donc, et je reprends. Ah, mais pour le moment, vous arrivez à en racheter le tissu, mais imaginez un tissu qui peut-être n'a pas été rare, qui n'a pas été acheté au plan local. Vous faites comment? Est-ce qu'il ne vous est pas déjà arrivé à l'esprit de plutôt essayer de vous faire former dans, on va dire quoi, le coaching, là, de la discussion entre le client et le promoteur? Il ne vous est pas arrivé moi, de vouloir faire... connu ce cas. Ok. J'ai pas encore connu ce cas. D'accord. Ariane, si tu permets. Oui. Alors, puisque vous êtes une femme et que nous serons bientôt dans le mois de la femme, donc mars, selon vous, quelle est la place du conjoint? Quelle place occupe le conjoint? Je ne sais pas si vous êtes marié déjà ou pas, non? Mais forcément, c'est que... Ça va arriver. Ça va arriver. Calmez-vous, ok? Je ne vais pas vous poser une question embarrassante. Ce que je veux savoir, c'est que, selon vous, quelle place occupe le conjoint ou le partenaire ou les proches dans la réussite de l'entrepreneuriat? Je crois que leur soutien va nous donner plus de force à mieux nous améliorer, à ne pas abandonner. Et je crois que c'est tout. D'accord, d'accord. Ariane? Vous étiez en train de dire tout à l'heure que vous étiez sous contrat et que bientôt ça prend fin. Et si on décidait de vous renouveler votre contrat, vous faites comment? Vous refusez pour vous occuper uniquement de votre métier de couturière ou vous acceptez de faire encore l'expérience de mener en même temps 2 activités? Sincèrement, je ne sais pas encore parce que c'est vraiment épuisant de gérer les 2 à la fois. Donc, honnêtement, là où je suis, je ne sais pas. C'est après que je verrai si je peux continuer dans ce sens. Mais ce n'est pas du tout facile. On dit souvent que l'union fait la force, pardon. Est-ce que vous êtes le genre d'entrepreneur qui aime tisser des liens, des relations avec d'autres entrepreneurs? Des gens pour vous compléter peut-être dans votre activité? Pour aller de l'avant ensemble? Bon, non. Vous n'êtes pas dans cette dynamique? Non. Et pourquoi? Je n'ai pas une facilité à aborder les gens, donc c'est un peu... Et si vous n'avez pas de facilité pour aborder, comment vous pouvez avoir de la clientèle? Non, c'est pas le même sens. Hein. Ah D'accord, bon? donc les clientes sont faciles à aborder, mais des gens peut-être qui font le même métier que vous ne sont pas faciles à aborder. Oui, parce que je ne sais pas comment les gens vont réagir, donc je m'abstiens. D'accord. Mais bon, peut-être que c'est, je sais pas, peut-être que ça pourrait vous aider puisque vous êtes jeune dans le domaine. Ça pourrait peut-être vous aider à avoir d'autres ouvertures, pourquoi pas. C'est vrai. Ce genre de relation, par exemple, peut vous amener des clients en plus ou je sais pas, vous pouvez avoir par exemple quelqu'un dans le domaine qui ne vend que des fournitures. Peut-être que là, vous avez plus de facilité à avoir des fournitures à moins de coûts sur le prix de gros, on ne sait jamais. Voilà, de petites opportunités comme ça, c'est pas impossible non plus. C'est vrai. Bon, Rebecca, ce sera tout. Ariane Da Silva, merci. Bignon, merci également à vous pour la présence. Du courage donc pour la suite. Mais en attendant, merci de rester encore avec nous sur le plateau, même si j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop à l'aise sur le plateau. Je ne sais pas, c'est le stress? C'est votre première fois à la télé comme ça? Oui. Pas vraiment, non. Mais ou bien c'est nous, on vous indispose d'une manière ou d'une autre? Non, pas du tout. Ok, vous avez besoin de quelque chose en particulier? D'accord. En tout cas, on va se détendre un peu avec le clip du jour avant d'installer ma deuxième rubrique. On y va donc avec Bamandou.
Après donc cette douceur, on apprend un autre mot dans écho. Ariane Da Silva, on poursuit toujours avec toi. Le mot que nous allons mieux comprendre ce midi, eh bien, c'est marché. Oui. M-A-R-C-H. Marché comme marché, en fait. Comme le marché de Dantokpa. Voilà. Ou okay. Comme un marché, je ne sais pas, à l'extérieur du Bénin, ou comme le marché sous-régional, le marché international, le marché local. Bon, marché tout simplement. Marché tout simplement. Et on va mieux comprendre ce mot avec Minas Yetonyon. Il est économiste. Regardez. La notion moderne du marché définit ce concept comme étant une institution sociale qui permet la rencontre entre les offreurs et les demandeurs. Donc, quand il y a un processus de coordination entre les acheteurs et les vendeurs, on parle de marché. Donc, on voit bel et bien que, à ce titre-là, la condition nécessaire pour qu'il y ait du commerce, c'est le marché. L'économiste Paul Samuelson définit le marché comme étant un processus par lequel des acheteurs et des vendeurs interagissent pour déterminer le prix et la quantité d'un bien ou d'un service. Et moi, je vais ajouter à cela les notions de prix d'équilibre, les notions de dimension et de lieu. En effet, l'interaction entre offreurs et demandeurs conduit au prix d'équilibre sur le marché. Et le marché peut être réel ou virtuel, national, sous-régional ou même international. Quand nous prenons par exemple le marché de la vente des smartphones, c'est un marché international qui concerne tout le monde, car un iPhone américain s'achète au Bévois. En revanche, le marché de cacao ou le marché de soja, bien qu'étant international, est un marché qui est plus restreint. C'est un marché sous-régional, car c'est un marché qui implique un nombre limité d'acteurs qui font cette transaction-là. Donc, la notion du marché est une notion, je dirais, globale, mais au fur et à mesure que les économies s'interconnectent, c'est un marché dont les frontières deviennent de plus en plus floues, justement à cause de cette complexification-là des économies. À l'instant, donc, la notion du marché dans ECHO. Et entre-temps, ils nous ont rejoint sur ce plateau. Jennifer Sativi, bonjour. Bonjour. Et son invité. Bonjour Ariane. Bonjour. Et bonjour le plateau, j'ai envie de dire. Aboubakar Sadikou, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour à tous les amis téléspectateurs. Vous allez bien? Ben, je me porte très bien par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Ariane Da Silva, on revient donc sur la notion du marché. Un mot à ajouter avant que ta collègue du desk économie ajoute quelque chose également. Alors, ce que je peux dire en plus, on l'a bien compris, le spécialiste l'a dit, le marché, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Forcément, sur un marché, il doit y avoir une offre et une demande forcément. Et c'est un lieu où acheteurs et vendeurs se retrouvent. Le marché est aussi bien virtuel. Forcément. Et tout à l'heure, on parlait du marché d'Antokpa, par exemple. Quand tu vas au marché d'Antokpa, c'est forcément pour aller chercher un bien ou un service, forcément. Donc, tu amènes de l'argent au marché d'Antokpa. Et quelqu'un dans le marché t'offre ce que tu veux en retour. Donc, voilà, c'est simple. Jennifer Sativi, le marché. Oui, moi, je pense que ce qui est important de souligner quand même, c'est que ce n'est pas forcément un lieu et que ça peut être fictif parce qu'il y a virtuel. Souvent, voilà, virtuel, parce qu'il y a un peu confusion à ce niveau. Je prends justement le cas d'un entrepreneur ou d'un travailleur qui dit je cherche un marché, j'ai trouvé un marché. Je pense que tout ça va dans le même sillage. Donc au-delà du lieu de rencontre et d'échange, c'est beaucoup de paramètres, il faut dire. Alors, quand on parle de marché dans le domaine, dans l'univers de l'administration, on entend souvent ce mot, n'est-ce pas? Il y a eu tel marché entre telle institution et telle. Est-ce que ça a toujours la même notion du marché? Moi, je pense que oui, parce que forcément, je suppose par exemple que tu es une structure de l'État, une institution, tu as besoin de papier
RAM par exemple, ou de stylo pour que tes employés puissent bien travailler. Forcément, il faut que tu aies quelqu'un pour vous offrir ce service-là, que vous puissiez rémunérer en retour. Donc forcément, il y a échange là. Donc c'est un marché aussi, à mon avis. Aboubacar, un mot à ajouter sur la notion du marché? Oui, la notion de marché appelle à ce qu'on appelle la transaction. Donc du coup, on offre et quelqu'un reçoit. Et c'est dans tous les secteurs, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine des formations, que ce soit, je sais pas, tous les secteurs aujourd'hui sont touchés par la notion du marché. Même dans la presse, enfin, on produit des contenus à la télé et le marché demande un certain nombre de contenus qu'on offre. Qu'on offre, voilà. Tout simplement. Ça touche à tous les sujets. D'accord. Alors, on parlait donc de la notion du marché et ce que je retiens Rebecca, donc... tu n'as pas donné la parole à l'entrepreneur qui utilise aussi, qui va aussi au marché forcément pour acheter des produits, n'est-ce pas? Noël priait pour que je lui pose pas la question. Et puis... la notion du marché, pour vous, elle dit non, elle passe. D'accord, on va pas la déranger pour ça. Alors, je retiens donc que le marché est comme une institution sociale qui permet la rencontre entre les offres et les demandeurs, et tout ceci dans un processus de coordination, tout simplement. Ariane Da Silva, merci de toujours enrichir donc notre dictionnaire et notre vocabulaire par ici les mercredis à travers la compréhension plus éclairée de certains mots. On te retrouve la semaine prochaine, toujours dans le même exercice. Mais en attendant, merci donc de recevoir Jennifer Sativi et son invité dans Art Déco. Jennifer Sativi, rebonjour. Rebonjour. J'espère que ça va très bien. Ça va, je me porte comme un charme. Ça se voit, le charme y est. Alors, la voix off, un savoir-faire en pleine expansion, c'est la thématique au cœur de l'art du jour. Absolument. Vous savez, nous utilisons tous nos voix. Hein. Vous venez de me parler, Ariane a parlé. Nous utilisons tous la voix, pardon. Mais il y a certaines personnes que j'ai remarquées comme ça et qui, je dirais, utilisent la voix d'une autre façon, au-delà de poser avec une certaine maîtrise. On a l'impression qu'ils calculent les émotions, tout ça. Donc, je me suis intéressée à ça. Il y a des réactions précises à avoir. Donc, nous allons plus plonger dans cet univers et c'est l'univers de la voix off. Vous en parlez si bien. Et je reçois pour en parler Aboubacar Sadikou, que vous connaissez certainement, voilà, présentateur, également podcasteur publicitaire, mais on vous reçoit en tant que voix off. C'est bien cela. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jennifer, bonjour à Rebecca, Ariane, à notre invité et à tous les amis téléspectateurs. Je suis très content d'être là et de partager cette bonne humeur avec vous. Le plaisir est partagé. Déjà, hein, la voix off, pour moi, je pense que c'est de l'art. Est-ce que vous êtes de cet avis? Alors, c'est une très belle question. Merci. Parce que la voix off, évidemment, c'est de l'art. La voix off fait appel à un certain nombre d'éléments, entre autres des techniques d'interprétation, entre autres la notion de l'intention, entre autres la notion de déclencher de l'émotion chez le public ou celui qui écoute ou qui entend la voix. Donc, quand on réunit tous ces éléments, on peut dire sans risque de se tromper que la voix est tout un art. Et au-delà, c'est un métier à part entière. Ah oui, pleinement. Bien sûr. En tout cas, hein, déjà de façon concrète, si vous deviez nous définir la voix off pour ceux qui n'ont jamais vu ou ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Alors, la voix off, de façon terre à terre. Généralement, on utilise les voix off pour des contenus audiovisuels. Donc, les pubs qui passent à la radio, qui passent à la télé, les contenus qu'on suit sur Internet ou sur les autres plateformes, ont forcément... La voix derrière. C'est ça, il y a la voix qui est derrière. C'est pourquoi l'appellation c'est voix off. Ce qui est off, c'est... C'est un peu comme les reportages. Hein? C'est ça, même dans les reportages, on utilise des voix off. La voix qu'on entend, mais dont on n'identifie pas forcément le porteur. Donc de façon simple, la voix off, c'est cette voix-là que vous entendez, qui est justement en off, mais qui est prêtée à des contenus audiovisuels. Donc des jingles, des spots, des reportages, des documentaires, des attentes téléphoniques, des messageries vocales et plein. D'accord. Et justement,
vous parlez du fait que ce soit un métier, moi j'ai envie de savoir quelle est son utilité, parce que je pense qu'on peut tous se lever. Hein, et parler avec votre voilà, voix. Et parler avec notre voix. Vous parlez de messagerie, je ne vais pas citer de réseau. Est-ce que je peux juste me pointer et dire, écoutez, je vais vous lire tel correspondant est indisponible. Quelle est l'utilité, selon vous, de la voix off, si tout le monde a une voix et peut parler en off? Alors, la voix off est utilisée dans le domaine de la communication sensorielle. Donc, si on prend ce métier-là, voix off de façon générale, la voix va être utilisée pour faire passer évidemment des messages, pour faire passer une information. Tout le monde peut faire de la voix off si chacun est rodé pour ça. D'accord, il faut être rodé. C'est ça, nous avons tous une belle voix. Et chaque voix peut être... Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je suis très sûr de ça et je peux vous le prouver par A plus B. Chaque voix peut être utile à quelque chose. Pourquoi? Quand on prend la voix off et on a un message à faire passer à une certaine cible, il faut un type de voix précis. Il faut un profil de voix de façon précise. Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Regardez, si je veux m'adresser, par exemple, à des enfants, je dois utiliser soit une voix d'enfant ou une voix d'une personne âgée. Vous pouvez essayer rapidement? Attendez, on va choisir pour... Bon, on va pas faire de la pub. D'accord. Mais attendez, je vais vous donner l'exemple, par exemple. Regardez, je veux m'adresser à une institution. Enfin, je suis une institution, je veux m'adresser à un public ou à des gens. Je peux dire, le gouvernement de la République du Bénin informe toutes les populations. Voilà, un truc comme ça. Il y a eu un changement tout à fait. On se met dans une un peu comme... Le métier de la voix off, c'est ce métier qui vous demande de vous mettre dans la peau d'une autre personne. Comme l'acteur. C'est ça, pour déclencher l'émotion chez votre interlocuteur ou chez votre public. Et c'est là que tout se joue. Et c'est pourquoi on parlera après de l'intention. Lorsque j'ai un texte devant moi, lorsque j'ai une pub à faire, absolument, je dois comprendre c'est quoi la consigne derrière et c'est quoi l'intention et c'est quoi l'émotion recherchée. Et c'est en fonction de ça, j'applique des techniques d'interprétation pour avoir le résultat. Parce que on peut rater l'essentiel de déclencher l'émotion en ne respectant pas un certain nombre de principes. D'accord. Si je comprends bien, si je me résume, avant de poser, vous savez que vous voulez faire passer telle émotion, telle réaction, un peu comme je le disais au début. Oui, il y a deux cas. Le client peut vous donner une consigne par rapport au texte, comme il peut ne pas vous le donner. À vous, en tant que professionnel et bien expérimenté, de savoir quelle est l'intention recherchée derrière. Je prends le cas de la nécrologie qui passe sur la télévision nationale. L'intention derrière, c'est de partager le moment de tristesse avec les gens qui sont éplorés. Donc, quand le générique passe, vous n'allez jamais entendre la voix faire « Oh, la famille, parents », jamais. Mais vous allez plutôt entendre une voix calme. La famille, un peu empreinte de tristesse. C'est ça. Les familles, parents, alliés et amis ont la profonde douleur de vous annoncer le décès. Vous partagez vous-même en tant que voix off l'émotion, la douleur. Forcément. Et si c'est un message de gaieté, c'est un concert adressé aux jeunes, on va dire « Yo, Awetier, retrouve-nous demain à la plage de Fitch-Rosset pour un max de fun ». Un truc comme ça. En tout cas, un domaine, je dirais, où il y a assez de variations. Mais dans quels différents secteurs on peut faire appel à la voix off? Vous avez parlé de messagerie, de publicité. Je pense que tous les secteurs sont concernés par l'utilisation de la voix off aujourd'hui, ou du moins des métiers liés à la voix. Pourquoi? Quand on communique, on n'utilise pas que des visuels pour communiquer, on n'utilise pas que des affiches pour communiquer, encore que l'utilisation des visuels pour communiquer est un peu limitée, on n'a pas forcément le résultat qu'il faut. Donc, il faut aller au-delà de ça, donc créer des contenus audiovisuels. Dans ça, on doit faire appel forcément à la voix. Si vous êtes à la cuisine et que le journal passe à la télé, même quand vous ne regardez pas les images, vous avez le son. Absolument. Vous avez forcément une idée de ce qui se passe à la télé. Vous suivez un film en étant occupé à faire autre chose, même sans regarder les images, votre oreille vous dit en tout cas ce qui se passe. Donc la voix est au centre de tout ce qui est lié à la communication, au centre de tout ce qui est lié au fait de faire passer un message vers un public. Ok, Aboubacar, vous allez un peu me raconter, vous n'êtes, je ne dirais pas, vous êtes né avec, à un moment vous avez dû travailler. Comment je fais pour commencer à transmettre de l'émotion? Je suis tranquille, j'ai envie de transmettre de la joie. Est-ce que je ris dans mon cœur et après je parle? Comment ça se passe? Alors, c'est tout un cours à part entière. Bon, juste... mais je vais donner une ou deux pistes. Déjà,
quand vous voulez transmettre de l'émotion, mettez-vous à la place de celui qui doit recevoir le message. Si c'était à moi que tel message était adressé, comment me sentirais-je? Comment aurais-je aimé que ce message soit passé? Et dès lors, vous mettez dans la peau de cette personne-là qui veut ce résultat. C'est la première des choses. Deuxième chose, il faut connaître sa voix et l'accepter telle qu'elle est. Pourquoi connaître sa voix? Certaines personnes sont complexées quand même. Il ne faut pas du tout être complexé par votre voix. On entend les chocs-corps. Exactement. Justement, et quand on fait de la voix off, on ne fait pas le choc-corps. Quand on fait de la voix off, on reste naturel. C'est vrai qu'il faut y ajouter de la mélodie, il faut de l'intonation, il faut des variations, la modulation, tout ce qui va avec. Une bonne diction également. Surtout, c'est la base. Il faut appliquer le principe de l'ouverture, de la prononciation, de l'articulation, de la respiration. C'est entre autres éléments qui vous permettent justement d'avoir une bonne voix. Et donc, chacun de nous doit connaître et accepter sa voix telle qu'elle est. Après, il faut appliquer certains principes, savoir quels sont les interdits de votre voix. Parce que la voix a des interdits. Oui, la voix a des interdits. Il y a des gens qui n'aiment pas prendre, par exemple, de l'huile. Quand ils prennent de l'huile, leurs cordes vocales sont abîmées. Puisque la voix ou le son qu'on entend est généré par des cordes vocales. Et quand ces cordes vocales sont abîmées, ben, vous n'avez pas un bon résultat. Justement, j'ai une question là, puisqu'on est en train de parler de l'alimentation. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui évolue dans le milieu de la voix off devrait faire attention à tout ce qu'il consomme? C'est très sensible, c'est très délicat. C'est au cas par cas, ça dépend de chacun. Et comme je le dis à mes étudiants, chacun se connaît. Moi, je n'ai pas d'interdit par rapport à ma voix. Vous mangez tout. Vous pouvez prendre de la glace, de l'huile et aller au micro. Je consomme tout, je peux être sur des scènes animées, des événements de 10h à 0h, ma voix n'est pas abîmée. Ça, c'est propre à moi. Par contre, quelqu'un peut avoir des interdits à sa voix. Il y a la 3G, bon, pas pour faire allusion à la connexion, mais tout ce qui est gluant, du gari, de la glace, des gens n'aiment pas ça. Donc, chacun doit apprendre à connaître sa voix, connaître c'est quoi ses interdits. Mais il y a un élément fondamental. Peu importe que votre voix soit abîmée ou pas, il y a un élément qui vous donne, qui remet votre voix dans son état. C'est le repos. Ah oui. Oui, forcément, c'est le repos. Sinon, j'allais vous demander comment entretenir justement sa voix. Deux choses. Beaucoup se reposer. Beaucoup se reposer. Et la deuxième chose, prendre beaucoup d'eau. De l'eau chaude, non, avec du citron? C'est encore délicat. Mais ce que je conseille, ce que je recommande vivement, c'est de prendre de l'eau plate. Parce que c'est de l'eau à l'état naturel. Si vous prenez de l'eau plate, ça nettoie correctement les cordes vocales. Après, on peut recommander aussi des jus de fruits, notamment le jus d'orange, pour avoir un peu d'énergie, mais essentiellement le repos et l'eau plate. Sinon, qu'il y en a qui vous conseillent, et parfois vous avez un chat coincé dans votre gorge, là, qui vous recommande de chauffer le vin et de boire. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que je ne vais pas me faire beaucoup d'ennemis. Parce que ce que je dis, c'est très objectif. Prendre du vin chaud pour se réchauffer les cordes vocales, c'est pas du tout bon. Vous allez abîmer vos cordes vocales. Tout ce qui est chaud, les cordes vocales sont très très sensibles. Donc quand vous mettez quelque chose de chaud dedans, déjà vos papilles gustatives vont s'abîmer, c'est clair, la langue va prendre un coup. Mais après, dans la gorge, vous abîmez les cordes vocales et c'est difficile après à rétablir la fonction de ces cordes vocales. Vous pouvez perdre facilement votre voix. Facilement. Du coup, si vous avez un chat dans la gorge, à défaut de le tuer avec un coupe-coupe, prenez une bonne gorgée d'eau, reposez-vous un moment et vous allez retrouver votre forme. Simplement. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, nous allons parler à présent de vous. Comment en êtes-vous arrivé à la voix off sans détour? Est-ce que depuis le départ, vous saviez que c'est ce que vous vouliez faire avant même peut-être de commencer le journalisme ou comment ça s'est fait? Ou vous avez peut-être découvert la passion dans le métier? Comme je l'ai dit à beaucoup de mes amis, dans la vraie vie, je ne savais pas que je deviendrais voix off. J'ai commencé par la radio et ce qui m'a amené vers la voix off, c'est la publicité. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est lié dans le domaine de la publicité. Donc, en me rapprochant de certains clients, j'ai ressenti le besoin chez eux d'avoir des contenus audio numériques, donc des spots pub pour leurs besoins, pour communiquer à la radio ou à la télé. Et c'est par là que je me suis intéressé à la voix off. Et en m'intéressant à la voix off, j'ai découvert que c'est pour moi l'un des meilleurs métiers, en tout cas. Et je ne me suis pas directement fait former, j'ai été autodidacte.
autodidacte, j'ai écouté beaucoup de pubs parce que quand vous voulez faire de la voix off, il faut beaucoup écouter les autres. Mais attention à ne pas les copier. Beaucoup écouter les autres pour après se faire une certaine identité. De sorte à ce qu'on vous remarque facilement quand vous faites une pub sur un produit. Donc après, j'ai suivi d'autres formations pour avoir des certifications et aujourd'hui, voilà, je le fais depuis 10 ans. Ok. 10 ans, Et nous voyons quand même des personnes qui arrivent à imiter d'autres personnes, des personnalités, par exemple des vieillards, des enfants. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi de la voix off? Oui, c'est de la voix off. Et l'appellation correcte du métier, c'est comédie voix off. Généralement, les gens vous disent que est-ce que vous êtes devenu comédien en disant que vous faites de la comédie voix off? Non, on n'est pas devenu comédien, on n'est pas devenu un bouffon. C'est la capacité à pouvoir interpréter le rôle de quelqu'un d'autre qui intègre l'appellation comédie voix off. D'accord. Donc voilà. Et justement, nous avons une vidéo que nous allons suivre. Vous allez me dire si c'est de la comédie voix off. En tout cas, nous voyons une dame qui fait du doublage. Elle pose la voix sur un dessin animé avec la complicité de la réalisation. On va suivre cette vidéo et revenir sur le plateau. Bon, tu me lâches, oui? J'aimerais bien nager tranquille. L'océan n'est peut-être pas assez grand pour toi, c'est ça? T'as un problème, petit? Hein? Qu'est-ce que t'as? Tu veux te battre? Ouais, c'est vrai, tu m'impressionnes. Ouh, j'ai peur. Arrête de me coller aux nageoires. Un bateau? Oh, j'en ai vu un qui passait il y a même pas 1 minute. Il est parti... par là! Il est parti par là! Suivez-moi! Ah oui? Oh non. Non, je sais, c'est pas drôle. Je suis vraiment désolée. C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Non, je vous jure, j'oublie tout au fur et à mesure. Il paraît que c'est de famille. Enfin, en tout cas, je crois. Qu'est-ce que je disais? Oui, bonjour. On dirait pratiquement à la télé, tel qu'on voit, on suit. La voix ressemble en tout cas très pour très à la voix qu'on entend quand on suit les dessins animés ou autres. Est-ce que ça, c'est de la comédie voix off? Non, c'est plutôt la comédie de doublage. D'accord. Okay. Généralement, les films ou les feuilletons qu'on regarde sont produits à la base dans des langues étrangères, l'anglais, le portugais, etc. Maintenant, on fait appel à des professionnels comédiens doubleurs, comme la dame dans la vidéo, pour les traduire en langue française ou dans d'autres langues locales. Mais ce n'est pas un métier très éloigné de la comédie voix off. C'est la continuité de la comédie voix off. Parce que ça se repose essentiellement sur les mêmes principes. Parce que là aussi, il faut se mettre dans la peau complètement. Oui, alors là, beaucoup plus. Les dessins animés, ce n'est pas les enfants qui les posent. C'est généralement de grandes personnes qui les posent, mais qui interprètent le rôle des enfants. Voilà. D'accord. Et tout à l'heure, vous nous disiez que tout le monde peut faire de la voix off. Comment être sûr de réussir quand on n'a pas... Est-ce qu'il ne faut pas un talent, un don, etc. Je le redis, il faut prendre conscience évidemment du potentiel de sa voix. Il faut savoir qu'on a quelque chose qu'est la voix, qu'on peut exploiter, peu importe sa qualité, peu importe sa nature. Après, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup écouter les autres, il faut faire beaucoup d'exercices de diction. Et le grand problème avec ceux qui veulent faire de la voix off, c'est les exercices de prononciation et d'articulation. Parce que c'est vite arrivé les fausses prononciations. On dit Bénin et non Bénin. On dit 2020 et non 2020. 2020. Alors, très rapidement, la place de la formation pour finir. C'est très important parce que la formation, au-delà, peu importe votre talent ou votre don, la formation vous permet évidemment de respecter certaines règles professionnelles pour vous démarquer du lot, pour maximiser. D'accord. Alors, Aboubacar, c'est fini. Nous avons une petite surprise. Avant cette surprise, Ariane Da Silva. Moi, je suis curieuse tout de suite de lui demander, quand vous faites un état des lieux au Bénin, est-ce qu'il y a une voix off qui vous touche, qui vous marque? À part la vôtre, bien sûr, parce que je suis sûre que vous êtes fiers de vous. Voilà. La voix qui me marque beaucoup, c'est la voix du douanier. Je l'appelle l'ancêtre des voix off au Bénin, la voix de M. Combert Quenom. Nous sommes deux. Pensez à lui. Ça va passer sur la plupart des magazines ici, à l'RTB ou même à BB24, même au-delà du pays. Ce monsieur, lui, il est hors catégorie. En fait, toutes les fois que moi je l'écoute, je me demande comment il fait. Tout à fait.
il t'accroche. Il n'y a pas de magie. Mais là, il a un peu dedans quand même. Hein. Un peu oui, mais après, il y a des gens qui ne savaient pas qu'ils deviendraient voix off. Et qui travaillent. Qui n'avaient pas forcément ce don-là, mais qui le font aujourd'hui. Et puis l'autre chose aussi, si tu permets Rebecca, est-ce que c'est un métier qui est bien payé? Alors oui, les métiers de la voix, de façon générale, sont bien payés. Au Bénin, le métier de la voix off n'est pas encore très bien payé. Et c'est pour ça qu'on se bat depuis quelques années. Créer une certaine émulation autour de ce métier-là. Et on a commencé par avoir les fruits. Des gens payaient des voix off à 5 000, mais aujourd'hui, c'est minimum 30 000, 50 000. Un jour, on arrivera au million. Alors, notre surprise, ce qu'on a concocté, Aboubacar, on va vous proposer un petit exercice. Vous allez nous poser ce test que nous avons préparé. Et la particularité, je vais vous jeter comme ça, mais vous avez droit à un joker. La particularité, vous allez essayer d'imiter le premier citoyen du pays, son excellence, Monsieur Patrice Talon. Je veux vérifier vos talents de comédie voix off. Okay. Mais vous avez droit à un joker. Bon, je fais les deux. Je vais faire ce texte-là dans un style de bande-annonce pour les amis téléspectateurs et imiter son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous avez intérêt à... On y va, on a juste 2 minutes. Alors, je fais la mise en bouche, le rendez-vous de midi, votre programme télévisé de tous les jours. OK. Le rendez-vous de midi, votre programme télévisé de tous les jours. À 12h, retrouvez-nous pour des chroniques croustillantes, des astuces et des invités qui parlent de tout. Le rendez-vous de midi. Faites un plein d'énergie pour votre après-midi dans la bonne humeur. Bravo. On va utiliser cette voix off. Alors, volontiers, je vous cède les droits d'utilisation. Alors après, la comédie. Pour Monsieur le Président de la République, mes chers compatriotes, nous avons pensé que le Bénin est un très beau pays. Mon gouvernement et moi, nous avons réfléchi. Nous avons trouvé des solutions pour le bien-être de chaque citoyen. Imaginez un instant que le pays se porte très bien et que chaque Béninois arrive à manger à sa faim. Nous travaillons pour ça. Ok. Amassion TV Cacao. Non, bravo, je suis sans voix. Je lui fais ça, tu vis, non, mais franchement, on dirait qu'on est en train d'écouter le chef de l'État. Franchement, en fait. Non, mais... Et vous êtes sûr qu'avec des exercices, on peut y arriver? Oui, on peut y arriver. Il faut s'imaginer comment la personne parle. Voir, c'est dans... Quelles sont les fréquences dans lesquelles sa voix se retrouve? Parce que nos voix, chacune de nos voix a 2 fréquences. Les fréquences graves et les fréquences aiguës. Notre cher président de la République se retrouve beaucoup plus dans les fréquences un peu graves. Voilà. Il se retrouve un peu dans les graves. Donc du coup, vous adaptez vos codes vocaux en conséquence. D'accord. Merci beaucoup, Jennifer Satimi. Aboubacar. Il connaît bien son métier. Oui, il connaît bien son métier. Aboubacar Sadikou, merci également d'avoir été des nôtres sur le plateau. Bon retour à vous, chers amis. Merci. Ariane Bignon, merci également pour la présence. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission Le Rendez-vous de midi. Toute l'équipe technique de réalisation et d'animation de cette émission vous remercie pour votre fidélité, chers amis téléspectateurs. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Bye bye.